Bonjour, on est le 31 octobre 2018. Il fait, je veux dire, des éclaircies dans ma région. C'est l'occasion, je veux dire, euh, de terminer en beauté, je veux dire, c'est la semaine, puisqu'en fait, après, c'est la rentrée. Ouais, parce qu'on est dans les congés de Toussaint, ce qu'ils appellent les congés d'automne. Enfin, ici, je vais voir une matière fort importante que les gens, généralement, omettent dans leurs études et omettent qu'on ne retrouve plus on retrouve plus en fait dans les programmes des écoles. Et pourtant, cette notion, pour vous dire, est fondamentale pour certaines choses, pour voir certaines choses. En fait, ces notions, c'est ce qu'on appelle les notions relatives au rapport de section. Bon, le rapport de section, c'est une notion, si vous voulez, de géométrie vectorielle. Oui, mais elle peut être, cette géométrie vectorielle peut être déplacée vers de la géométrie analytique dans le plan dès le moment où on place un repère, où on met des équations relatives, relatives au repère, bien sûr. Mais sachez que dans la géométrie analytique dans le plan, il y a du vectoriel quand même. Pourquoi? Bien tout simplement parce que tout d'abord, j'ai besoin de notions vectorielles pour exprimer certaines choses, mais que mon axe, ben, il possède une base vectorielle. Donc fatalement, si à partir d'une base vectorielle, j'ai déjà une base vectorielle, ben, je peux exprimer les autres vecteurs glissants à partir de ma base. Donc je peux faire de la géométrie vectorielle, ouais, mais sous un point de vue caché de géométrie analytique dans le plan. Voilà. C'est-à-dire au travers de formules toutes faites pour la géométrie analytique dans le plan qui ne voient plus l'aspect spécifique de la géométrie vectorielle, puisqu'en fait, elle est sous-jacente, elle est cachée, mais si vous voulez, on utilise des formules toutes faites euh, d'abscisse, voilà, en ne faisant plus référence à la géométrie vectorielle. Voilà. Ceci étant dit, je vais voir le rapport de section qui est utilisé fortement en géométrie vectorielle euh, et qui est peut-être fortement utilisé aussi en géométrie analytique dans le plan. Bon, ici je vais voir le rapport de section, donc en géométrie analytique dans le plan, et je vais faire l'étude euh, du signe, de la valeur et du signe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je définisse le rapport de section en plaçant un repère. Bon, tout d'abord, pour avoir un repère, il faut une droite dans le plan. Je place une droite dans le plan. Bon, une droite, c'est un objet du plan. Hein. Vous comprendrez que le plan peut contenir beaucoup d'objets. Déjà, la première chose que contient un plan, c'est des points. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un point? J'ai toujours dit, je ne sais pas. Allez voir dans le dictionnaire, c'est pas la bonne définition. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un point? Il faudrait définir un point, mais bon, c'est très difficile à définir. Bon, alors ici, justement, je vais placer mon origine, que j'appelle O. Attention à ne pas confondre le O et le 0. Bon, l'origine, généralement, c'est le 0. Et je vais placer un vecteur unitaire de base qui est E1. Bon, je peux le placer là, mais généralement, comme je vous l'ai toujours dit, je le place. Voilà, je crée un vecteur équivalent à E1, qui est dans le plan, hein, voilà, mais qui doit être parallèle, bien sûr, à la droite D. Voilà. Il n'est pas obligé d'être sur la droite D, mais ici je le place sur la droite D. Voilà. Qui va constituer mon échelle pour avoir mes abscisses. Donc il va engendrer, c'est une base d'un espace vectoriel, donc il va engendrer des nombres. 1 va engendrer, si je veux 2 unités, ben, ce sera 2 fois ça. Si je veux 3 unités, c'est 3 fois ça. Si je veux 1,5 unités, ben, ce sera 1,5 fois ça. Si je veux moins 3 unités, mais c'est 3 fois ça, mais dans le sens opposé. Voilà, donc ça va engendrer des nombres. Des nombres, c'est bien une base d'un espace vectoriel. Eh bien, on a bien des vecteurs, donc on a bien un espace vectoriel. Parce qu'on sait bien que l'ensemble des vecteurs munis
l'ensemble des vecteurs forme un espace vectoriel, si vous voulez. Donc une algèbre. Ici, donc on sait très bien, parce il faut aller voir la vidéo précédente. Mais avant ça, je vais définir le rapport de section. Le rapport de section est relatif à 3 points alignés. Bon, on peut parler de rapport de section que quand on a des points alignés, bien sûr, c'est la première chose fondamentale. Voilà. Et donc, le rapport de section, qu'est-ce que c'est? C'est quand, bien sûr, ces 3 points-là, je vais les mettre sur mon système d'axe. Parce que si je viens de créer le couple OE1, d'origine et de base E1, me créer ce qu'on appelle un axe sur la droite D. Hein. Donc un axe, un repère axial, si vous voulez. Moi, j'ai un repère axial. Et là, donc, je peux indiquer toutes les valeurs. Je peux faire une bijection au travers de nombres sur le plan. Donc, si je veux positionner la valeur 2, je le positionne par rapport à un axe fixé. Donc, le 1 sera là, parce que le vecteur de base est unitaire. Voilà. Attention que j'ai pas dit 1 cm, j'ai dit une unité. Parce que unité vaudra peut-être 2 cm, ça c'est ce qu'on appelle l'échelle. Voilà. Donc si je dois placer la valeur 2, le 2 va se placer sur mon axe. Je crée une bijection par rapport à une position donnée de l'axe et il va se positionner exactement ici et pas ailleurs. Parce que je vais fixer mon origine ici. Et ma base là. Donc fatalement mon 2 il sera là. Maintenant si je place mon vecteur de base de l'autre côté, mon 2 il est de l'autre côté. Hein. Ouais. Et mon moins 2 il sera par là. Ah, donc vous voyez que la définition du couple OE1 est fondamentale pour créer mon repère axial. Bon, ceci dit, ABC doivent être obligatoirement être alignés. Mais justement ici j'ai un repère axial, donc il n'y a pas de problème, je peux pas positionner ABC sur mon repère axial. Donc si je place mon A ici et mon B ici, bon mon C peut se situer n'importe où. Hein. Je peux avoir un C ici, un C là, un C par là. Enfin, il peut être entre A et B, à droite de B, à gauche de A. Ce qui ne peut pas avoir, ce point C, ici je vais le positionner ici. Hein. Je décide de le positionner à l'intérieur d'AB. Bon, j'aurais pu le positionner par là ou par là. Ce qu'il ne peut pas avoir, c'est que B doit être absolument différent de C. Voilà. Vous verrez pourquoi justement. Vous verrez pourquoi. B doit être différent de C. Et alors, on définit donc le rapport de section en disant qu'il existe qu'un seul nombre réel, que j'avais appelé lambda bien sûr, tel que l'on est, bien sûr, le vecteur au niveau vectoriel, parce que j'avais dit que c'était le rapport de section est une notion vectorielle, que AC vaut lambda fois CB. Donc, AC vaut lambda fois CB. Voilà le vecteur AC. Voilà le vecteur CB. Bon. Et ce lambda, il est unique. Hein. Il n'existe qu'un seul lambda. Bon, il est unique. J'ai pas dit en valeur. Mais en valeur absolue, il peut avoir deux valeurs absolues. Hein. Vous verrez que je pourrais avoir moins 2 et 2. Donc la valeur absolue de moins 2, c'est 2. La valeur absolue de 2, c'est 2. Donc il peut avoir, voilà, en valeur absolue, on peut avoir deux positionnements de valeur absolue, parce qu'il y aura moins 2 et 2. Voilà. Donc il existe un lambda unique, hein, tel qu'on en est assez est égal à lambda CB. Ça veut dire quoi? Bien sûr, on est sûr, je vous dis, il faut bien se mettre à l'esprit qu'on est en alignement. Hein, en alignement. On est en alignement. Voilà. Et qu'est-ce qui fait l'alignement? Mais justement, c'est ceci. C'est que si on a lambda fois CB, une constante fois un vecteur va me donner un vecteur qui est parallèle à ce vecteur-là. Voilà. Mais ici, il est parallèle confondu. Parce que pourquoi? Parce qu'on a C et C ici. Donc il est parallèle confondu. Je dois reprendre le point C. Je reprends le point C.
pour ce vecteur-là et le point C pour ce vecteur-là. Donc, fatalement, ils sont parallèles confondus, d'office. Bon. Et de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'en fait, il existe un lambda tel qu'on est ceci, et tel que l'on a, quand on a ce parallélisme-là, on a une forme d'écriture qui est celle-ci. Donc, je peux extraire lambda de ceci, et me dire que lambda vaut AC sur CB. Lambda vaut AC sur CB. Bon. Ce qui veut dire que ceci, on a une forme d'écriture qui ressemble à une fraction, mais qui n'est pas une fraction. Et là, on voit tout de suite déjà, à première vue, que pourquoi le B doit être différent de C. Voilà, parce que bien sûr que ça ressemble à une fraction, mais faut éviter, vaut mieux éviter cette écriture-là. Parce que ça n'exprime pas véritablement une fraction. Voilà, malgré tout, il y a quand même l'odeur d'une fraction dans le sens où B doit être différent de C. Et si on a B différent de C, c'est pour ne pas avoir que si B égale C, j'aurai le vecteur BB sur AC, ce qui veut dire que j'aurai AC sur le vecteur nul. Voilà. Et là, quelque chose sur le vecteur nul donnerait... Alors pourquoi ce n'est pas une fraction déjà? Parce que un vecteur divisé par un vecteur ne donne jamais un scalaire. Hein. Voilà. Un vecteur divisé par un vecteur ne donne pas un scalaire. Par contre, pour modifier ça, on pourrait écrire que lambda vaudrait la distance AC sur la distance CB, ou, bien sûr, vous aurez compris que ça peut être négatif. Hein. Le lambda peut être positif, comme il peut être négatif. AC sur, avec un moins sur CB. Ce lambda, il n'y a pas de raison qu'il soit exclusivement positif. Il peut être négatif. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir B et C identiques. Parce que ça voudrait dire que si C est sur B, C est sur B, voilà, si C est confondu avec B, là, à ce moment-là, on a l'infini. L'infini. Voilà, donc il vaut mieux éviter ce cas-là. Donc on va écrire B différent de C. Donc ce qui veut dire qu'ici, je prends en considération que B doit être différent de C. Bon, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est que le rapport de section? Si vous voulez bien, si vous voulez comprendre exactement ce que c'est, ben en fait, c'est le partage. Euh, c'est le réel lambda qui est unique, qui va, on va dire comment on va dire ça, qui va faire en sorte qu'il va bon, on va dire tout d'abord dans le rapport de section, qu'est-ce qu'on a? On a rapport. Donc, lambda est bien un rapport, je viens de vous le montrer. Voilà. C'est un rapport qui exprime quoi? Mais qui va exprimer tout simplement suivant lequel C partage le segment AB tout simplement. C partage AB. Mais si C sur B, ben, on aura l'infini. Voilà. Voilà. Si C est sur B, là on aura, bien sûr, il partagera, je veux dire, quelque chose de très grand. C'est normal parce que B est confondu avec C. Et que, comme, voilà, on a CB qui est au dénominateur, ben, ça ferait, voilà, l'infini. Bon, ce cas-là, l'infini peut pas être exclu, doit être exclu. Bon, maintenant, si vous allez me dire, ouais, mais si C sur A, prenons le cas C sur A, mais si C sur A, ben, la distance AC vaudra 0, 0 sur CB qui vaudra une constante K. Et 0 sur une constante K, mais ça fait 0. Donc, ici, vous comprendrez que si CA est sur C, on a 0. Voilà, et c'est maintenant que je vais faire l'étude de ce fameux, bien sûr, lambda en fonction de la position de C. Je vais étudier ce fameux rapport de section, lambda, bien sûr, qui est ceci. Je vais l'écrire comme ceci. AC égale lambda CB, c'est-à-dire en fonction du partage, bien sûr, sur un
droite, enfin sur un axe, un système d'axe. O, le 0 il est là, ça c'est le O. E1, je le fixe comme ceci, dans ce sens-là. J'aurais pu le mettre de l'autre côté. Et là, j'ai créé un système d'axe. Le couple OE1 crée un système d'axe, un repère axial. Le rapport de section, c'est lambda. Il est unique. Hein. Il existe un seul lambda, bien sûr, appartenant à R. Hein. Il existe un seul lambda appartenant à R, tel que l'on est ceci. Bon, alors je vais faire l'étude du rapport de section. Supposons que je place le A ici et le B là. Et je vais voir l'évolution de lambda. Comment va évoluer lambda? Bon, tout d'abord ici, je viens de vous montrer que quand C est sur A, mon lambda vaut 0. Quand C est sur B, ben, on aura l'infini, mais ce cas-là, on ne peut pas l'avoir. Hein. C'est à extraire de... Voilà. Donc, à première vue, ça veut dire que si le rapport de section est compris entre A et B, en dehors de A et en dehors de B, ben, il va évoluer de 0 exclusivement à B. A à lambda égale l'infini. Là, on aura lambda égale 0, et lambda, une tendance de lambda vers l'infini. Voilà. Bon, sachez que j'avais vu un cas de figure. Hein. Bon, pour étudier ceci, il me faut des équations, bien sûr, du rapport de section en géométrie analytique. Or, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu. Parce que j'avais dit que, bon, tout d'abord, le XC qui est, comment on appelle ça, l'abscisse du point C, hein, de la situation du point C, l'abscisse de la situation du point C, donc on a A, B, bien XC, bon, s'il est à l'intérieur, par exemple ici, ben XC, c'est ça, son abscisse. Voilà. A, son abscisse sera X1, et l'abscisse de B sera X2. Et si on a ça, si l'abscisse de X1 si l'abscisse de A est X1, si l'abscisse de B est X2, si l'abscisse de C est XC, eh bien, je peux trouver que XC vaut X1 plus lambda X2 sur 1 plus lambda. Bon, sachez que lambda, c'est le rapport de section, je vais vous le définir. Et d'ailleurs, je suis en train d'étudier le signe du rapport de section. Et ça, la situation du point C en fonction du rapport de section. Bon. Et ça, c'est un rapport de section pour trouver le point C, si vous voulez. Connaissant x1, x2 et lambda, je peux trouver la situation du point C. Mais ici, moi, je ne sais pas ça, mon cas de figure. Mon cas de figure, c'est j'ai lambda et j'étudie, si vous voulez, le signe. J'étudie le signe de lambda. Donc, il faut exprimer en fonction de lambda. Bon. Donc, et en fonction de lambda, j'ai vu aussi dans la vidéo précédente, hein, allez voir la vidéo précédente, vous pouvez le retrouver ici hein, par rapport à ça. Ça, je l'ai fait, j'ai fait une démonstration pour retrouver ceci, mais vous pouvez retrouver le lambda facilement. Hein. Ah, vous faites ceci, donc ce sera xc, vous remettez le lambda ici, 1 plus lambda est égal à x1 plus lambda x2, xc plus lambda xc est égal à x1 plus lambda x2. Je rassemblais xc moins x1 est égal à lambda x2 moins lambda xc. Je mets lambda en évidence, ça fait x2 moins xc, voilà, xc moins x1. Et bien sûr, de ceci, vous retrouvez, bien sûr, je retire le lambda, j'aurai x2 moins xc, le tout sur xc. Ouais, c'est plutôt, je m'excuse, c'est le contraire. Hein, parce que j'aurai xc moins x1, xc moins x1, le tout, donc lambda, et celui-ci passe au dénominateur, voilà, pour avoir x2 moins xc. Voilà. Et là, c'est pour trouver lambda. À partir d'ici, j'ai trouvé lambda. Mais ça, j'ai fait la démonstration à partir d'une voilà, du vectoriel de l'équation vectorielle, bien sûr, qui est ceci. J'avais fait la démonstration à partir de AC égale lambda CB. Hein. Voilà, j'avais été chercher pour CB et AC tout simplement les abscisses correspondantes à la différence entre les abscisses de pour voir les écarts entre CB et les écarts AC. Voilà. Donc c'est une différence d'abscisse si vous voulez. Là, une différence d'abscisse. Voilà. Et bien sûr, il y avait du E1 dans chaque membre que
de simplifier pour parler en termes de distance. Mais ça, vous allez voir la vidéo précédente, ça a été fait. Bon, le but, c'est pas de refaire 56 000 fois. Je vais utiliser ce qui est en ma possession, qui a déjà été vu. Voilà. Donc ici, c'est ça que je vais étudier, là. C'est le lambda. Voilà. Qui est un rapport. Lambda qui est un rapport. Et en coordonnées, ça va donner xc moins x1 sur x2 moins xc. Voilà, xc. Xc, n'oubliez pas que c'est l'abscisse du point C. Hein. x1, c'est l'abscisse du point A. Et x2, l'abscisse du point B. Et xc, l'abscisse du point C. Voilà. Et je vais étudier le lambda. Lambda, le rapport de section. Voilà. Sachant que je viens de faire le cas de figure, d'ailleurs je vais le redémontrer avec la formule que je viens d'avoir maintenant, il n'y a pas de problème, je vais tout démontrer. Donc, je viens de voir que lambda vaut 0 quand C est confondu avec A, et que quand on ne peut pas avoir C sur B, là il vaut l'infini. Bon, alors il y a un cas particulier, je vous l'avais démontré auparavant, c'est quand on est à la moitié, le rapport de section vaut 1. Je l'avais vu dans une vidéo précédente, mais je vais le démontrer. Je vais tout démontrer tout ça. Donc c'est pas un problème que j'ai démontré auparavant que quand on a la moitié, hein, quand lambda vaut 1, ça veut dire qu'on a AC égale CB. Bon, ça je vais tout démontrer. Bon, tout d'abord, la première des choses, c'est de démontrer quand je vaux 0. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire avec l'analytique. L'analytique, c'est-à-dire grâce à cette équation-là. Bon, sachez que j'ai pas besoin de trouver le point C. Le but, c'est pas de trouver le point C. Donc, autant dire que ça, j'en ai pas besoin. Ce que je vais faire l'étude de ceci, lambda. Donc, je vais les réécrire ici pour avoir de la place. xc moins x1 sur x2 moins xc. Voilà, on va partir à partir de ça. Et je vais trouver toutes les valeurs de lambda que peut prendre, je veux dire, le rapport de section en fonction de la position du point C, qu'il soit intérieur à B ou extérieur à B, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, peu importe, je vais tout trouver. Bon, le premier cas de figure, c'est de se dire que, n'oubliez pas que x1 c'est l'abscisse de A, x2 c'est l'abscisse de B, et xc c'est l'abscisse de C. Bon, alors si C est confondu avec A, mais ça veut dire que A égale le point A est confondu avec le point C. C'est-à-dire que XA égale XC. Voilà. Donc, XA, mais c'est X2 ici. X1, pardon. XA, c'est X1. Le point, l'abscisse de A, c'est X1. Donc, ce qui veut dire que si je fais X1 vaut XC. Voilà, parce que A est confondu avec C. Donc, à ce moment-là, le numérateur sera nul. Le numérateur sera nul. On aura 0. Bon, et X2, X2, n'oubliez pas que j'ai A ici, B ici, C il est confondu avec A, mais le X2 là, il est plus grand que le XC. Donc si je vais X2 mais XC, j'ai une constante là qui est strictement positive. Et de toute façon, peu importe qu'elle soit positive ou négative, on s'en fout. Parce que de toute façon, 0 sur quelque chose, hein, ça fait 0. Donc le rapport de section vaut 0 quand A est confondu avec C. Donc vous voyez bien qu'ici, le rapport de section vaut 0. D'ailleurs, je vais faire ici en parallèle l'étude de lambda ici. Lambda, là, pour si C est sur A, ben, il vaudra 0. Voilà, c'est la première des choses qu'on sait. Bon, maintenant, si il a la moitié, je vous avais dit que ça devait falloir 1. Mais je vais vous le démontrer ici. Bon, s'il est à la moitié, ça veut dire que si j'ai A ici et B là, XC est ici, ben, la distance là est égale à la distance là. Fatalement, XC moins X1, la distance là, est égale à la distance X2 moins XC. Voilà. C'est-à-dire que la distance, cette valeur-là, qui serait par exemple K, hein, et là, on aurait la même distance K, et K sur K, mais ça fait 1.
K sur K, ça fait 1. Donc, quand le point C est à mi-distance entre les points A et B, eh bien, on a le rapport qui vaut 1. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, ce qui veut dire que entre 0 et 1, ben, ça va varier de manière fractionnaire. Parce qu'entre 0 et 1, c'est 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 9 huitièmes, 7 huitièmes. Voilà, c'est une fraction A sur B, bien sûr. Lambda vaut A sur B. Entre 0 et 1, bien sûr, avec A qui est plus petit que B. Pour avoir une fraction plus petite que 1. Alors, bien sûr, B étant différent de 0. Hein. Et le A peut valoir 0. Et s'il vaut 0, ben, on retombe sur C confondu avec A. Voilà. Donc ici, on a A sur B. Lambda vaut A sur B avec A plus petit que B. Pour avoir une fraction plus petite que 1. Voilà. Maintenant, comment va évoluer celui-ci? Celui-ci, il faut étudier le cas B. Et il va tout nous dire. Bon, si maintenant, le cas B, il est spécifique, ça veut dire que XC va tendre vers XB. Le point C va tendre vers le point B, par la gauche. Alors, on va faire ce cas de figure. Bon, si je fais XC moins X1, le point C, il est proche de B. Le point A est là. Alors, point A, c'est X1, ça c'est XC. Ben, XC moins X1, ben, il est à l'intérieur, donc XC est plus grand qu'X1. Donc, XC moins X1, c'est une constante positive, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, si je fais X2 moins XC, avec, bien sûr, la limite quand X2 tend vers XC, XC tend vers X2, pardon, je m'excuse, XC tend vers X2, XC tend vers X2 par la gauche. Là, ça va tendre vers 0. Ouais, mais vers 0 plus ou 0 moins? C'est fondamental à savoir. Mais ici, comme celui-là est plus grand que celui-là, si je fais x2 moins xc, ben, il va devenir infiniment petit, mais positif. Donc on a 0 plus. Ouais, parce que si j'ai 4 moins 3,9, 4 moins 3,99, 3 moins 3,999, 4 moins 3,9999, etc., montant vers 0. Hein, si on a 4 moins 3,9, 4 moins 3,99, 4 moins 3,999, 4 moins 3,900, voilà, vous comprendrez que là on tend de plus en plus vers 0, mais par la droite, parce que le 0 sera positif. Mais un nombre positif divisé par 0 positif me donne, bien sûr, quelque chose sur 0 me donne l'infini, et comme là on a du plus et du plus, on a plus l'infini. Donc ce qui veut dire qu'ici, sur la droite, par la droite, on tend vers plus l'infini. Bien sûr, à la droite de B. À la gauche, je m'excuse. À la gauche de B. À la gauche de B, je tends vers plus l'infini. Voilà. À la gauche de B, je tends vers... Donc, vous voyez que les valeurs... Donc ici, on a une fraction plus grande que 1. On peut avoir des fractions ici, mais là, on peut avoir du A sur B, on peut avoir du rationnel. Hein. On peut avoir du rationnel, on peut avoir tout n'importe quoi, A sur B, mais avec, cette fois-ci, A plus grand que B. On peut avoir des fractions, il n'y a pas de problème. On peut avoir des nombres entiers, tout ce que vous voulez. On peut avoir des nombres irrationnels, tout ce que vous voulez. Bon, ce qui veut dire que là, le rapport de section, quand il est compris entre 0, bon, 0 c'est possible, hein, et B, ben, il va varier. Là, c'est interdit. Le B c'est interdit. Pour que C soit sur B, c'est interdit. Mais pour qu'il soit sur A, c'est bon. Mais il va varier de 0 à plus l'infini. Voilà, il peut prendre toutes les valeurs de 0 à plus l'infini. Donc, déjà, à la base, quand je vous avais dit que le lambda est unique,
Si là, il prend les positifs, hein, ici, on voit bien qu'il prend tous les positifs, 0 aussi. Ça voudrait dire que vous aurez compris que là-bas, on aura des négatifs. Négatifs. Mais vous allez voir comment ça va se départager. Parce que je ne peux pas avoir deux fois des négatifs, hein, les mêmes négatifs. Je peux avoir deux valeurs absolues identiques, par exemple 2 et moins 2. Parce que moins 2 aura la valeur absolue 2 et 2 aura la valeur absolue. Je peux avoir deux valeurs qui ont la même valeur absolue. Voilà, je peux avoir deux valeurs qui ont la même valeur. Mais je ne peux pas avoir de nombres différents parce que le lambda est différent. Ils sont tous différents. Les lambdas sont tous différents puisqu'ils sont uniques. Tous les lambdas sont uniques, donc ils sont différents. Donc comme ici je balaye les positifs. Je ne saurais pas avoir des positifs par là, ni à droite, ni à gauche. Donc ce qui veut dire que quand on a à l'intérieur, le rapport de section est à l'intérieur d'un B, ben, on a tout simplement des valeurs positives. Voilà. Qui tendent de 0 à plus l'infini si on se rapproche de B. Et qui se rapproche de 0 quand quand le point C va se rapprocher de A. Et qui va tendre vers l'infini, le rapport de section va tendre vers l'infini quand le C va tendre vers B. Mais il n'atteindra jamais B. Parce que là, c'est un cas particulier. Que je vous ai dit, ça faisait l'infini, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, maintenant, eh ben, voyons voir ce qui va se passer. À droite. Ça, c'est à gauche. Ouais, à droite de B. On va regarder. Quand à droite de B. Bon, ceci, j'en ai plus besoin. À droite de B. À droite de B, c'est un petit peu la même chose. À droite de B, donc le B, il est là. Hein, là, je suis en dehors. Le point C est en dehors. Mais je vais faire en sorte que je me rapproche par la droite et plus par la gauche. Tout à l'heure, il se rapprochait par la gauche. Maintenant, le point C va se rapprocher par la droite. Eh bien, s'il se rapproche par la droite, XC moins XC moins XA, ou en d'autres termes, XC moins X1 est toujours positif parce que mon repère, il est comme ceci. Hein, voilà. XC moins X1 est positif. Donc, j'ai une valeur K positive, strictement positive. Bon, mais x2 moins xc, si je fais x2 maintenant, mais xc passé de l'autre côté d'xc. Donc si je fais x2 moins xc, x2, x2, x2 moins xc, voilà, c'est négatif. Ceci, c'est négatif. Ça va donner du négatif. On le voit tout de suite. Bon, on le voit tout de suite. Donc, du positif par du négatif va donner du négatif. Bon, maintenant, quand je me rapproche de C par la droite, mais c'est la limite quand xc tend vers x2. De ceci. Ben, on sait bien que là, on va obtenir constante positive, du positif, une valeur positive, hein, une constante positive, sur une valeur qui va tendre vers 0, mais de manière négative. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple x2, si x2 vaut 4 et que xc vaut 4,1, puis je fais 4 moins 4,001, 4 moins 4,00001, 4 moins 4,0000001. Mais là, là, je me rapproche de 4, mais par la droite et pas par la gauche. Tout à l'heure, c'était par la gauche, je me suis trompé. Je me demande si j'ai pas des. J'ai utilisé le mot droite pour gauche, mais voilà, tout à l'heure, c'était par là que je me rapprochais par la gauche. Maintenant, je me rapproche par la droite. Par la droite, vous voyez que ça va donner un nombre qui est 4 moins 4,1, qui est moins 0,1. 4 moins 4,001, qui va donner un nombre négatif. Voilà, puisque celui-ci est plus grand que celui-là à chaque fois. Voilà, mais je me rapproche de 4. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a un positif sur 0 moins, c'est qui fait moins l'infini. Ce qui fait, là, moins l'infini. Ça veut dire que ici, à gauche, le rapport de section lambda, ben, il a une tendance vers de moins l'infini. Voilà. Bon, maintenant, pour aller voir ce qui se passe par là, ben, on va faire tendre
je vais faire tendre le point C très loin. Le point C va aller très loin, très loin, très très loin par rapport à B. Donc, ici, je vais faire en sorte que là j'ai A, là j'ai B. Là, on a étudié quand il est à l'intérieur, il varie de 0 à plus l'infini quand on est proche de B. Puis, maintenant, j'ai étudié le cas quand on est à droite, ben, on a une tendance vers moins l'infini. Quand on est proche de B par la droite, maintenant, je vais étudier le cas où c'est très éloigné. Très éloigné. Ça veut dire que s'il est très éloigné, xc moins x1, c'est toujours positif parce qu'une grande valeur, là, on aura une grande valeur. Hein, on aura une très grande valeur ici. On aura une très grande valeur. Voilà. Je dirais une grande valeur si. Voilà. Et si, une grande valeur, mais positive. Hein. Voilà. Par contre, si je fais celui-là moins x2 moins xc, ben là, on aura une très grande valeur négative. Bon. Ben là, il faut étudier tout simplement la limite quand xc tend vers l'infini. La limite quand xc tend vers plus l'infini. Bon, alors, si je fais xc moins x1, x2 moins xc, bon, j'ai l'infini moins x1 sur x2 moins l'infini. Donc, ce qui fait l'infini sur l'infini, qui est une forme d'indétermination. Donc, il faut que je soulève l'indétermination. Comment? Eh bien, je vais diviser par xc. xc, j'aurai 1 moins x1 sur xc, x2 sur xc, moins 1. Bon, la limite, quand xc tend vers plus l'infini, bien sûr, de ceci, ça fait 0. Hein. Une constante sur l'infini, ça fait 0. Donc ceci, ça va tomber. Là, on a une constante sur l'infini. x2, c'est une constante, ça fait l'infini. Ça fait 0. Et là, ce qui posait problème dans le calcul qui me donnait la forme indéterminée, c'est parce que j'avais deux valeurs identiques à l'intérieur, xc, xc, voilà, de même degré. Mais en extirpant le problème par une mise en évidence, mais j'élimine le problème, je n'ai plus d'infini ici. Voilà. Et il va rester quoi? Ben, il va rester 1 moins 0, parce que là, ceci, ça fait 0, ce qui fait 1, et 0, là, il va rester 0, x2 sur xc, x2 sur l'infini, ça fait 0, et 0 moins 1, ce qui fait moins 1, et 1 sur moins 1, ce qui fait moins 1. Donc, le rapport de section va tendre vers moins 1. Le rapport de section ici va tendre vers lambda égale moins 1. Bon, c'est une tendance. Hein. Attention que c'est une tendance. Il va tendre vers moins 1. J'ai pas dit qu'il va valoir 1. Je dis qu'il va tendre vers moins 1. C'est une tendance. On n'aura pas la valeur moins 1. On aura une tendance. Donc, ce qui veut dire que le rapport de section ici va varier. Donc, si AB si C est à l'intérieur de AB, ben, il va varier, le rapport de section lambda va varier de 0 à plus l'infini. Maintenant, si il est à l'extérieur, mais à droite de B, il va varier de plus l'infini à une tendance qui est moins 1. Lambda va tendre vers moins 1. Bon, maintenant, on voit bien qu'ici, de plus l'infini... Non, ici, je me suis trompé ici. C'est pas plus l'infini. Je vais refaire mon calcul de limite. C'est pas plus l'infini. C'est moins l'infini. Oui, c'est la moins l'infini parce que tout à l'heure, j'avais dit c'est moins l'infini. Hein. Ouais, je m'excuse parce qu'on ne peut pas avoir plus l'infini, plus l'infini. Ça voudrait dire que là, il va traverser des positifs, chose que je peux pas. C'est moins l'infini. Et j'avais bien dit tout à l'heure que quand je faisais 4 moins 4, 4,01, 4 moins 4,0001, j'avais du négatif.
Voilà. Et la constante au numérateur était positive. Sur du négatif, mais ça donne du négatif. Donc la tendance était bien de moins l'infini, on va tendre vers moins 1. Voilà, ça j'ai fait une petite erreur. En fait, le calcul était bon au préalable, mais ici j'ai juste écrit plus l'infini alors que c'était moins l'infini. De toute façon, je vois tout de suite mon erreur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir plus l'infini ici, plus l'infini là, parce que là, ça voudrait dire que je vais de plus l'infini jusqu'à moins 1. Ça veut dire que je vais parcourir tous les nombres positifs alors que les positifs sont là. Or, le lambda est esselé. Il est unique. Lambda, il est unique. Il est unique le lambda. Il est unique. Donc je ne peux pas avoir de positif ici, de positif là. Ça voudrait dire que je traverse le positif là et le positif et il y aura deux valeurs identiques. Non. Donc ici, on est bien de moins l'infini à une tendance vers moins 1. C'est juste qu'ici, je me suis trompé. À la place de marquer moins l'infini, parce que tantôt j'ai fait mon calcul, j'ai trouvé moins l'infini. Ouais, je vais bien le refaire, c'est pas un problème. Hein. Pour la tendance quantique tend vers XC, d'ailleurs, je vais le refaire. Par la droite. Par la droite. Je vais le faire en vitesse, comme ça, bon, vous allez bien voir que je raconte pas de bêtises. XC moins X1 sur X2 moins XC. Bon. Alors ici, le A, il est là. Le B, il est là. Et le C, il est proche de B. Alors, si je fais XC, XB, c'est X2. Là, on a X1. Si je fais XC moins X1, il est d'office positif. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que XC moins X1, XC plus grand qu'X1, on a une valeur K positive. Mais X2, XC est à droite. Il est à droite. Il est à droite. Donc, si je fais X2, XC est à droite, donc il est plus grand que X2. XC est à droite, il est plus grand que X2. Donc, si je fais X2 moins XC, c'est négatif. C'est négatif, c'est une valeur négative. Mais comme j'ai une tendance qui se rapproche de plus en plus, la limite quand XC tend vers X2, là, j'ai 0 moins. Voilà. Voilà. 0 moins. Et quand on a K qui est positif, du positif sur 0 moins, ça donne l'infini, mais ça donne moins l'infini. Voilà. Donc c'est bien, c'est sûrement pas le plus l'infini, mais c'est moins l'infini. Voilà, donc ici c'est moins l'infini et je tends vers moins 1. Bon, donc on voit bien que le rapport de section, ici, comment il va varier si on est à droite et si on est à l'intérieur. Maintenant, voyons voir si on est à l'extérieur. Là, on est à l'extérieur à droite, là, on est à l'intérieur, et là, je vais étudier maintenant le cas où on a, comment dire, là, je peux accéder, donc je ne calcule pas de limite, hein. Je calcule pas de limite, parce que il va tendre, on sait bien qu'il va tendre vers 0. Il va tendre vers 0. Enfin, il va tendre vers 0 pour avoir une valeur 0 quand le point C sera sur A. Voilà, donc ici, on sait bien qu'on a déjà une valeur qu'on va tendre, c'est 0. On va tendre vers 0. Par contre, on proviendrait de quoi? À votre avis? Si on regarde bien tout ça, de 0 à plus l'infini, je balaye tous les réels positifs, si vous voulez. Si je balaye tous les réels positifs. Hein. Et je peux prendre le 0 apparemment. Je peux prendre le 0. Donc je n'enlève pas le 0. Quand C est à l'intérieur, je balaye les positifs. Bon, mais là, je balaye de moins l'infini à moins 1. Donc moins 1 que je ne prends pas, bien sûr. Voilà. Et ici, moins l'infini. Voilà. Ici, quand on a l'extérieur à droite, on balaye de moins l'infini à moins 1. Donc vous voyez qu'ici, probablement, puisqu'il manque pour tout balayer, pour que je balaye tout, ben, il faut que je balaye de moins 1 à 0. C'est ce qui manque. Puisque si je balaye tous les positifs, j'ai R+, et R-, je l'ai en partie. J'ai de moins 1 jusqu'à moins l'infini. Mais il me manque de moins 1 à 0. Et probablement, c'est ce que j'aurai. Voilà, mais je vais le démontrer. Je vais le démontrer. Voilà. Donc, voilà comment on va varier le rapport de section. Maintenant, je vais démontrer ceci, comme je vais vous le dire, qu'on a une tendance vers moins 1. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu la même chose. Je vais faire une tendance vers moins l'infini. Je vais faire une tendance vers moins l'infini de ceci. Donc, cette fois-ci, je suis à gauche. Donc, j'ai A,
B, et le C est très loin vers l'infini, vers moins l'infini. Ouais, parce que attention qu'il y a un repère, hein, faut pas oublier qu'il y a un repère. Je suis en géométrie analytique dans le plan, hein. Il y a un repère, donc par là c'est moins l'infini, par là c'est plus l'infini. Quand le C varie par là, mon repère étant placé comme ceci, quand il y a une tendance vers plus l'infini en fonction du repère et vers moins l'infini en fonction du repère. Donc ici, je suis bien en moins l'infini. Bon, supposons que le C a une tendance vers moins l'infini. Bon, si je fais XC qui est ici, moins X1, ben, on a une valeur négative. Parce que X1 est plus grand qu'XC. Hein, si par exemple, j'invente, hein, j'ai 5 et moins 5. Si je fais XC qui vaut moins 5, moins... Oui, si je prends les mêmes valeurs absolues, donc ça n'ira pas. Si je prends 5 et moins 7, donc j'ai XC qui vaut moins 7, moins X1 qui vaut 5. Là, on voit bien qu'on a du négatif, hein, d'office. On a du négatif en fonction du XC moins X1. C'est normal parce que X1, XC est plus petit qu'X1. Donc fatalement, si je fais la différence, j'aurai du négatif. Bon, ce qui veut dire que là, le lambda, au numérateur, j'ai une constante, mais négatif. Voilà. Alors maintenant, ouais, on a plutôt l'infini, mais si vous voulez, l'infini positif. Plus l'infini. Et là, on aura, bien sûr, x2 moins xc. x2 moins xc, là, ça, on a plutôt une... Je m'excuse, ici, c'est plutôt moins l'infini. Et x2 moins xc, qui est une tendance vers l'infini, mais x2 est plus grand qu'xc, donc j'aurai l'infini, mais comme x2 est plus grand qu'xc, et qu'on fait x2 moins xc, on a plus l'infini. Voilà. Donc on a un cas d'indétermination. Et ça, il faut soulever le cas d'indétermination, ça va être la même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc j'aurai xc, pour soulever le cas de l'indétermination, j'aurai xc, j'enlève ce qui pose le problème, c'est le xc qui tend vers l'infini. J'aurai 1 moins x1 sur xc, le tout sur xc. Là, c'est une forme indéterminée, bien sûr. X2 sur xc moins 1. Voilà. Celui-ci, la limite quand xc tend vers plus l'infini, moins l'infini, je m'excuse. Mais il n'y a plus d'infini parce que c'était soulevé ici. Là, ça va donner quelque chose sur l'infini, ça donne 0. Quelque chose sur l'infini, ça donne 0. Voilà. 1 moins 0, ce qui fait 1. Et 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Donc le rapport vaut moins 1 quand lambda, quand le C tend vers moins l'infini. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On a une tendance vers moins 1. On a une tendance, plus il va tendre par là, on va tendre vers moins 1. Plus on va tendre par là, plus on va tendre vers moins 1. Donc, en résumé, si je devais résumer la chose, eh bien, si C appartient à l'intervalle, bien sûr, A, B, je ne peux pas le mettre, hein. Eh bien, le rapport de section, qu'on écrit comme ceci, hein, A, B, C partage AB, comme ceci, bon, qui vaut bien sûr lambda, qui est égal bien sûr à lambda, mais lambda il appartiendra à R+, lambda appartiendra à R+, s'il est à l'intérieur, si le C, voilà. Bon, maintenant, si C n'appartient pas à AB, s'il n'est pas à l'intérieur, si vous voulez, hein, il faudrait que j'écrive ça ailleurs. Moi, je vais prendre le tableau ici pour l'écrire. Si C est à l'intérieur, voilà A, B. Si C se retrouve ici,
C, il peut valoir, voilà, là le lambda, et là on a, là on peut pas prendre, hein. C'est une zone qu'on peut pas prendre. Le B, on ne peut pas prendre par définition au départ que je l'avais donné, j'avais expliqué pourquoi. Donc, si C appartient donc à A, à l'intervalle AB, B je ne peux pas prendre bien sûr, alors lambda, la lambda bien sûr qui est le rapport de section, c'est-à-dire C qui partage AB qui vaut une valeur lambda unique appartiendra à R+, à R+. Voilà, donc ici on va varier de 0 à plus l'infini. Voilà, maintenant, s'il n'appartient pas à l'intérieur, c'est qu'il appartient à l'extérieur. Si C n'appartient pas à AB, ben, ça veut dire que le rapport de section ABC est égal aussi à lambda qui appartient, si vous voulez, non plus à R+, mais à R- sauf 0. Parce que le 0 doit être contenu ici. Hein. 0 est contenu ici. Voilà. Et donc là, on va aller de moins l'infini s'il est proche de B par la gauche, moins l'infini. Il va tendre vers moins 1 si le C tend vers l'infini. Et voilà, si le C tend vers le point tend vers moins l'infini, vers l'extérieur par là, on semblera plus provenir de moins 1. De toute façon, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, on semble provenir de s'approcher de moins 1 pour le rapport de section. Pour tendre, si le point C se rapproche de A, pour tendre vers 0. Pour tendre vers 0, mais on n'aura jamais 0. Pourquoi? Parce que 0, il est pris avec cet intervalle-ci, AB. Hein, voilà. Le 0 est pris, voilà. Et comme la valeur est unique, elle peut pas être le 0, on ne peut pas l'avoir là et là. Et donc ici, en faisant ça, ben, je balaye tous les nombres. Donc lambda appartient à quoi? À R. Puisque à R, si il est à l'intérieur, il sera positif, s'il est extérieur, il sera négatif. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous ai dit, le lambda, il est unique. Il existe, on va dire, un seul lambda, appartenant bien sûr à R qui va partager AB. Soit C peut partager à l'intérieur, il peut partager à l'extérieur. Ouais. Bon, mais c'est vrai que la valeur est unique, mais si je prends valeur absolue, il y aura deux valeurs absolues qui vont partager, bien sûr, AB. Bien sûr, si vous aurez un lambda qui vaut moins 2 et un lambda qui vaut 2. Donc là, ils ont même valeur absolue. Donc en fait, on pourra dire que et bien sûr, si lambda est différent de 0, hein, quoique bon, le 0, est-ce qu'il a une valeur absolue? La valeur absolue de 0, c'est lui-même. Donc il n'a pas de valeur. 0, c'est 0. Voilà, il n'y a pas plus 0, moins 0. Voilà, c'est 0, c'est 0. Normalement, le 0, il n'a pas de signe. On peut faire dire n'importe quoi au 0. On peut dire qu'il a deux signes ou pas de signe, voilà, parce que le 0, le vide, on peut lui faire dire n'importe quoi. Mais si j'exclus le 0 hein, de mes valeurs absolues, mais il existe toujours deux valeurs, 2 points, qui partagent, si vous voulez, le segment AB dans un rapport de section de même valeur absolue, si vous voulez. L'un qui sera intérieur et l'autre qui sera extérieur. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat à comprendre pour certains. Bon, si on a une vision un peu plus lointaine, bon, comprendre, partager un segment, ça se comprend. Hein. Mais dès le moment où on est en dehors du segment, partager quelque chose, hein, partager quelque chose, est-ce que c'est partage le segment un segment, ça fait bizarre. On retrouve un rapport de section pour un C qui est extérieur à B. Eh bien oui, il existe une valeur où on a un possible rapport. Ouais. Mais c'est vrai que le mot partage, il n'est pas, je veux dire, utilisé à bon escient, parce que le C va partager quand il sera à l'intérieur. Ouais, un C partage un segment. Mais aller dire que le C partagerait alors qu'il serait à l'extérieur du segment, ça fait un petit peu spécial.
Enfin, un peu spécial. Voilà. Donc, venir parler de partage, bon, c'est un petit peu délicat parce que bon, ça prête à confusion. On pourrait se dire, bon, on sait partager quelque chose à l'intérieur de quelque chose, mais pas partager quelque chose à l'extérieur, hein. Voilà. Mais ça sous-entend que, comme j'avais dit tout à l'heure, bon, on sait bien que lambda, il existe donc un seul lambda tel qu'on est AC égale lambda CB. Et j'avais dit que lambda, on ne peut pas l'écrire comme ceci parce que, voilà, ici on a rapport comment, de vecteurs, alors que là c'est un scalaire. Bon, rapport de vecteurs ne donne jamais un scalaire. Il ne faut pas voir ça comme une fraction. Par contre, ce qu'on pouvait écrire, c'était d'écrire la distance. Non, ici je me suis trompé, c'est lambda AC sur CB. AC sur CB. Voilà. Mais je peux écrire que la distance AC sur la distance CB. Voilà. Bon. Alors, c'est un rapport de distance, oui. Mais les distances sont toujours positives, d'office. Une distance, c'est toujours positif. Une distance euclidienne, c'est toujours positif. Je l'avais montré l'autre fois. Voilà, dans une des vidéos. Donc ici, j'ai un rapport de distance, oui, qui est toujours positif. Mais le rapport de section, lui, peut être positif ou négatif. Je viens de le dire maintenant. Lambda appartient à R. Lambda appartient à R et peut être négatif. Donc, quand est-ce qu'il sera positif? Mais quand il sera à l'intérieur. Le signe va symboliser le fait que on fait un rapport de, si vous voulez, la distance AC avec CB ou BC, hein, parce que la distance CB ou BC, c'est même. Voilà. Si j'ai un rapport de ça sur ça, dès le moment où on va exprimer le négatif, pour dire que il est à l'extérieur. Voilà. Donc en fait, au départ, j'avais dit ouais, que le rapport de section, c'est le réel, c'est le rapport, enfin que le rapport de section, c'était le rapport suivant lequel, bon, C partageait, si vous voulez, AB. Ouais, mais comme je vous ai dit, partager, le terme se dit quand, bon, s'il est à l'intérieur. Mais malgré tout, bon, c'est ça que je vous dis que bon, les termes ne sont pas bien utilisés. C'est que le C, quand il est à l'extérieur, bah, il peut partager aussi. Mais s'il est à l'extérieur, que ce soit à droite ou à gauche du segment, eh bien, il faut mettre un moins pour dire qu'il est à l'extérieur. Et plus s'il est à l'intérieur. Mais est-ce qu'il le partage? Il va partager quoi en fait? Il va partager, si on dit AC sur CB. AC sur CB. Là, il ne partage pas réellement AB. Il va le partager d'une manière spéciale. Regardez, en prenant AC sur CB. Bon, mais là, le C n'est plus à l'intérieur, on peut pas parler de partage, pour ainsi dire. C'est vrai que la terminologie n'est plus adéquate quand je veux dire, le C est à l'extérieur. Le partage s'exprime bien quand le C est à l'intérieur d'AB, mais quand il est à l'extérieur. Et c'est pour ça que, bon, on peut plus parler de partage, là. Là, on parlera de rapport, tout simplement. C'est un rapport. Entre une distance du point C à A et du point C à B. Là, quand on est à l'intérieur, on peut parler de partage. C va partager à B, ouais. Mais quand on est à l'extérieur, on va parler plutôt de rapport de distance. Hein, parce que là, voilà, ici on fera la distance CA sur la distance CB. On va évaluer le rapport qu'il existe entre la distance de C au point A et de C au point B. Voilà. C'est un rapport de distance. Mais on le mettra négatif pour dire qu'on est à l'extérieur, soit à droite ou à gauche du segment B. Par contre, quand on est à l'intérieur, là, le C
on va bien partager AB. On va bien partager AB. Hein. On aura AC sur CB. Hein, on va dire que AC, si je fais AC sur CB dans ce cas-ci, avec du plus, parce qu'on a l'intérieur, et là on a bien un partage de AC sur CB. Donc ça, on a une partie ici. Je sais pas si on est, si j'invente, si j'ai 2 tiers ici, mais c'est que là on a un tiers. Si AC vaut 2 tiers, ouais, si AC vaut 2 tiers, c'est que CB vaut 1 tiers. Voilà. Là, on a bien un partage, parce que si c'est s'il en a un qui vaut 2 tiers, ben, c'est que l'autre il vaut 1 tiers. Voilà. Là, on voit bien qu'on a un partage, parce que 2 tiers, c'est bien un partage d'unité. 2 tiers plus 1 tiers vaudra 3 tiers, vaudra l'unité. Donc je partage bien une unité en partie, je veux dire, différente, mais je sais retrouver l'autre partie. Par contre, quand on est à l'extérieur, on peut parler de partage. Voilà. C'est un peu spécial quand il est à l'extérieur, mais enfin bref, c'est comme ça. Je vous remercie.